l'utilisation de Tinder détruit la confiance en soi de pas loin de 2 millions d'utilisateurs. Et si on sait tous maintenant que Tinder ne marche que si on est beau gosse ou qu'on est une femme, on entend peu parler des impacts de l'appli à la flamme sur l'estime de soi. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo pour t'en parler. J'aurais pu te ressortir les stats que tout le monde utilise déjà quand on parle de Tinder. Te dire que le problème, c'est les femmes et que les hommes sont délaissés. Mais finalement, j'ai décidé d'aborder le sujet grâce à mon expérience personnelle. L'expérience d'un mec qui est passé par le stade du petit gros, à celui du mec lambda, au mec trop gentil, au fuckboy et même au profil de couple. Tinder n'a plus aucun secret pour moi. Salut toi, moi c'est Pierre, et je veux changer la façon dont on aborde les sujets tabous de notre société, en invitant chacun de vous à s'exprimer librement, sans peur d'être jugé ou cancel. Quand tu parles à quelqu'un sur Tinder, est-ce que c'est toujours dans l'optique de rencontrer cette personne? Pas à chaque fois, en vérité, il y a beaucoup de fois où on parle juste pour parler, et sans forcément se dire qu'on va se rencontrer ou quelque chose comme ça. Je pense que oui, parce que c'est sympa les écrans, mais il faut aussi voir la personne en vrai, parce que je pense qu'il y a deux mondes différents. Je sais pas. Non, je pense pas. Non. Plus genre pour tâter le terrain, je pense. Ok. En vrai, je pense oui. Ouais, majoritairement, ouais. Je trouve ça plus, je trouve ça plus convivial de rencontrer les gens comme en personne, comme ça. Dans l'inscription, c'était la dynamique de rencontrer quelqu'un. Et après, au fur et à mesure des jours, je trouve que on perd un peu ce truc et c'est un peu addictif de scroller encore et encore et ça aboutit pas forcément à des choses concrètes. Alors oui. Oui, moi je pense que de base, si je parle avec quelqu'un, c'est pour le rencontrer. Après, le souci, c'est que en fonction de la conversation, on décide ou pas de se voir, quoi. Généralement, ouais. Pas toujours. Pas toujours. Parfois, mais tout dépend de ce qu'on cherche. À l'origine, tu t'es inscrit sur Tinder, pourquoi? À l'origine, c'était pour me faire une petite copine, je sais pas, peut-être pas sortir avec une nana, mais majoritairement, ça peut faire des rencontres humaines. Essayer de rencontrer du monde, rencontrer une nana. Passer du bon temps, quoi. Faut rencontrer des gens, mais aussi, parfois, c'est un peu pour booster l'ego. Okay. Un côté, après une rupture ou autre, de voir si on plaît, quoi. Tu t'étais inscrit après une rupture? Oui. Ok, ça va. Oui. Alors là, je sais pas, par ennui pour voir, par curiosité. Bon, pour rencontrer des gens, parce que dans le contexte de la fac, etc., j'avais pas forcément l'occasion. À la fac, t'arrivais pas à rencontrer des gens? Non, pas trop. Ouais, non, je sais pas, je peux genre regarder qui y a sur le tour et ce soir, rencontrer de nouveaux gens. Un peu de parler, un peu de passer le temps finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, plutôt, ouais, je dirais ça. Pour rencontrer quelqu'un, pour du sérieux en général, ou peu importe selon la nature de la relation, selon l'affinité. Ok. Et souvent, du sérieux, c'est quand même compliqué à voir sur Tinder. Au départ, c'était pour me prouver quelque chose. C'est-à-dire, j'étais adolescent, je me suis dit, je commence à être majeur, je vais me mettre sur Tinder et je vais chercher, je vais voir si je peux plaire, si je peux retrouver quelqu'un. Je pense que les femmes sont inscrites sur Tinder pour les mêmes raisons que les hommes. Ouais. Je pense aussi pour s'amuser, pour passer du bon temps. Ça, pour les deux, c'est pareil, je pense. Est-ce que les conversations que tu as sur Tinder sont généralement intéressantes? Faites toujours. Absolument pas. Il ne fait pas connaissance à travers des messages, on va dire. Par message, c'est seulement, on va dire, pour amorcer, pour donner envie à l'autre de se rencontrer. Mais sinon, les discussions sont un peu futiles, on va dire. Elles sont assez basiques, ou alors elles sont un peu trop dans le pousser. Les personnes, des fois, sont un peu irrespectueuses, vont directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, t'as des exemples? Tout de suite, elles veulent savoir le type de relation sexuelle que je peux avoir ou autre. Elles sont assez indiscrètes, ouais, par contre. Des fois, ça demande carrément des photos ou autre. Directement, là? Ouais. Au bout de combien de temps, pote? Au bout de, mais des fois, même pas 2 minutes. D'accord, ouais. Ou alors, ils m'ajoutent, ils me demandent sur Instagram, du coup, j'accepte. Parce que je suis en public. Et après, ils me demandent carrément d'aller chez eux. Si tu veux, je te fais à manger, je te fais un massage. Enfin, y a pas de souci, tout ça. Non. Pourquoi? Les premières approches, c'était très lourd. Très porté sur le physique et aucune profondeur, je trouve, dans les échanges. Donc non, j'ai eu mieux comme conversation. Non. Pourquoi? C'est superficiel. Ouais, c'est intimiste. C'est-à-dire? C'est toujours les mêmes choses. Ça va, tu fais quoi? Ou je sais pas. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Toi, t'aimes quoi comme film? Oui, voilà, c'est assez basique. Au final, il n'y a pas forcément de lien, quoi. Ok. Comment vous faisiez, vous, pour faire que la discussion soit plus intéressante, du coup? D'essayer de varier les sujets ou leur détendre, mais bon, souvent, on voit que c'est pas réciproque et on n'a pas les mêmes intérêts ou des choses comme ça. Enfin, on voit que c'est pas... Ouais, c'est faut pas continuer, je ne fais rien, quoi. C'est rare. C'est rare? Ouais. Mais t'es sur Insta? Ouais. Pas sur Tinder? Parce que c'est des personnes qui m'ont ajouté, justement... Mets ton Insta en bio de Tinder, toi. Quand on me le demande, je le mets. Sinon, je le mets pas. Ok. Mais on me demande des photos ou autre. Et puis après, on m'envoie des photos. Bah là, un exemple, sauf que je captais pas.
Du coup, je pouvais pas voir, mais il me dit que la photo, elle est un peu... Voilà. Ok. Du coup, je suis contente de pas capter là où je suis parce que je trouve ça un peu inapproprié. Là, si par exemple quelqu'un vous dit salut, ça va, comment vous répondez du coup, par exemple? Bah, comment c'est le... Bah, C'est intéressant ça. Hein. Ah bah, genre... Non, bah en fait, des fois, je sais ça, genre... Enfin, ou soit... Autant ignorer les questions et passer à autre chose. Enfin, ouais, quand je vois que le mec fait pas d'effort, j'ai pas envie d'en faire non plus. En grande majorité, vraiment pas. C'était vraiment des discussions hyper classiques, enfin, toujours les mêmes choses. Mais ça arrive que des fois, il y a le feeling et ça se passe bien. Tu saurais m'expliquer ce qui fait qu'il y a le feeling ou pas le feeling dans une conversation? Bah ouais, je pense que ça dépend du caractère, ça match ou pas. Ok. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui parce que généralement t'as des réponses quand même très très bateau et la conversation elle peut être très classique et si tu vois que la personne en fait elle s'intéresse pas plus à toi que ça, ça mérite je pense. Est-ce que toi tu t'intéresses du coup à la personne en face de toi ou faut que ce soit la personne en face de toi qui s'intéresse à toi? Ça dépend du profil de base. J'avoue que quand le profil Tinder par exemple il est bien rempli jusqu'au bout, j'ai tendance à m'intéresser plus à la personne qu'une personne qui aurait pas fait d'effort du tout par exemple dans sa biographie ou quelque chose comme ça. Dans un 80% non, absolument pas. Pourquoi d'après toi? Parce que les discussions sont toujours très banales et c'est mon avis, mais je pense que la discussion va être toujours instigée d'un côté et généralement c'est beaucoup plus les mecs qui vont vouloir chercher à créer de la discussion que les filles. Est-ce que tu penses que les discussions elles auraient été plus intéressantes si tu rencontrais les personnes directement en vrai? Ouais. Ouais, bah parce que le feeling se sent tout de suite et elle se permet plus de choses aussi, je pense, sur une application et à travers notre téléphone. Alors qu'en vrai, il y a des personnes qui sont lourdes, mais un peu moins quand même, je pense. Tu penses que si t'avais moins de choix d'hommes, tu t'investirais plus dans les discussions? Oui, c'est possible. Rares sont les conversations qui sont intéressantes sur Tinder, parce que hommes et femmes ont une approche différente de l'application. Si les hommes veulent rencontrer rapidement les personnes qui matchent, les femmes, elles, ont besoin de plus de temps et de discuter. Le paradoxe, c'est que même si c'est les femmes qui veulent le plus converser, c'est aussi celles qui parlent le moins, parce que pour beaucoup, elles attendent que la discussion se fasse toute seule. On entendra souvent dire que les discussions doivent se faire au feeling, mais quasi personne ne saura te l'expliquer. Alors que derrière le feeling, il y a souvent une capacité à communiquer. Pensez une seconde, as-tu déjà ressenti le feeling avec une personne qui répondait par le strict minimum? Le feeling, la connexion qu'on peut avoir avec les gens, se crée par une communication compatible entre eux. Et ce qui le rend compliqué sur Tinder, c'est que les premiers messages sont très souvent gênants, et qu'il y a un vrai manque d'investissement de beaucoup de personnes quand il faut s'intéresser à son interlocuteur. Alors que pourtant, c'est à force d'échanges que le feeling se crée, et non pas par une alchimie magique qui serait tombée du ciel. Malheureusement, notre génération ne veut plus faire d'efforts, elle attend que tout lui tombe tout cuit dans le bec. Et elle considère que si ça ne va pas dans leur sens, c'est la faute des autres. J'ai constaté que nombre de femmes attendent cette connexion, ce feeling, dès le premier message. Comme une impression qu'elles cherchent un animateur. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de tomber sur des profils féminins où en description il est noté « Faites-moi rire » ou « Occupez-moi ». Du coup, beaucoup de mecs sont coincés entre l'envie de parler, sans savoir vraiment comment faire, tout en ayant un gros risque que ça ne mène à rien et d'avoir dépensé de son temps et de son énergie inutilement. Quand tu swipes à droite 10 profils, combien de matchs tu as à peu près? 9. La moitié? Pour la moitié. En vrai, je pense 4. 10. 7, 8. T'as eu combien de matchs du coup depuis une semaine? Je vais pas tous les jours, parce que je mets beaucoup de noms, parce que je suis hyper compliquée. Mais sinon, j'en ai eu une petite dizaine, je pense. Combien de personnes tu as rencontré grâce à Tinder? Depuis 1 an, j'ai pu rencontrer, je pense, 6 personnes. Une dizaine? En combien de temps? C'était sur plusieurs années, mais je pense qu'on est pas loin des 80 personnes. 80 personnes en 8 ans, du coup. Voilà. Une personne seulement. Depuis combien de temps t'es inscrit sur Tinder? Ça fait une petite semaine que je suis dessus, donc ouais, à peu près au bout d'une semaine, ouais. Oh je sais pas, une 5. À combien de temps? Bah là, je l'ai plus, donc je sais pas, en 3 mois. Une petite dizaine? Une dizaine? En combien de temps? Je sais pas, même pas 1 an. 2 ou 3, pas plus. En combien de temps d'inscription? En 1 an. Une seule. En combien de temps en étant sur l'appli? 3 mois, 4 mois. Si l'effort pour animer une discussion est souvent unilatéral et est attendu des hommes, et que beaucoup de femmes sont lassées du fameux « salut ça va », je les entends aussi beaucoup rire de mecs qui tenteront des approches plus originales, en disant qu'ils sont creepy, bizarres, voire même ridicules.
Et si les hommes que les femmes matchent ne sont pas intéressants à leurs yeux, c'est parce que avant même de parler, elles sélectionnent les profils sur une base de critères physiques et sur la qualité du profil en général. Et comme il y a une tendance à moins s'investir dans les discussions quand on a beaucoup de matchs, parce qu'on peut se permettre d'en perdre une si de toute façon on en a d'autres derrière, et qu'en moyenne sur l'appli 5% des hommes obtiennent tous les matchs, eh bien les mecs que les femmes swipent à droite ont eux aussi le choix entre beaucoup de femmes. Donc ils ne sont pas poussés à développer une conversation intéressante, puisque de toute façon, il y aura des femmes qui voudront les rencontrer. Bah oui, un homme qui plaît à une femme a de grandes chances de plaire à beaucoup d'autres femmes. Et inversement pour un homme qui ne plaît pas aux femmes. Logique. C'est quasiment d'ailleurs la même explication pour elles. Vu qu'elles ont leur profil à 99 matchs plus dès leur inscription, elles ne sont pas incitées à faire des efforts. Puisque de toute façon, avec 75% de profils d'hommes inscrits sur l'appli, qui like en moyenne une personne sur 3, et que les femmes ont environ une chance sur 2 d'avoir un match quand elles swipent à droite, les hommes feront de toute façon les efforts pour elles. Fait amusant, et j'en ai fait l'expérience, quand les femmes font le premier pas ou que tu les laisses faire la discussion, c'est rarement mieux que ces mecs dont elles parlent. La discussion meurt généralement en moins de 5 minutes. En vrai, c'est compréhensible, parce qu'elles n'ont pas besoin de développer cette compétence de savoir parler sur Tinder. Elles ont tellement de prétendants qu'elles prendront celui qui leur plaît le plus, qui parle le mieux, au bon moment et dans le bon mood. C'est une dynamique logique. En soi, c'est ni bon ni mauvais. Mais en avoir conscience évitera les frustrations. Plus tu as de choix de partenaires, moins tu t'investis, parce que pas besoin de le faire. En grande majorité, les hommes s'inscrivent sur Tinder pour trouver une partenaire. Que ce soit pour une nuit ou pour une vie, ils attendent des rencontres réelles. Pour les femmes, il faut ajouter à ces raisons de passer le temps, de promouvoir leur Instagram, voire même leur OnlyFans, de chercher un mec précis, un collègue, un ex, un crush de salle de sport par exemple, et aussi de flatter leur ego. Quel genre de premier message t'envoies sur Tinder? J'envoie jamais le premier message. Ça m'est arrivé, pareil, mais... Qu'est-ce que vous envoyez du coup comme ça? Salut, ça va, enfin, un truc classique qui est efficace et polyvalent. T'as combien de réponses à peu près sur quand t'envoies 10 messages, t'as combien de réponses dessus? Je vais dire 2, 3 sur 10. Et encore quand ça répond. J'envoie jamais le premier message. Coucou, salut, ça va Tu l'envoies régulièrement ce type de message? Oui, c'est souvent moi qui prends les devants pour voir si la personne... Si elle répond tout de suite, souvent je me méfie un peu, je me dis c'est bizarre d'être autant sur une application comme ça. Et si elle met du temps, souvent je trouve ça plus intéressant parce que... Ça veut dire que la personne, elle a des occupations, elle est pas tout le temps sur son téléphone. Donc faut jouer le mec occupé, même si t'es pas vraiment occupé? Bah pas non plus, parce qu'après faut savoir détailler, expliquer ce qu'on fait. Si je suis sur l'appli là et que tu m'envoies un message, faut que j'attende un peu avant de te répondre quand même? Bah après si je t'envoie un message et que t'es sur l'application, autant me répondre tout de suite. Et si on est dans une discussion, on se répond tac au tac, oui c'est agréable, mais si c'est une discussion où on se répond à quelques heures d'intervalle, je trouverais ça bizarre que d'un coup... Okay. Ou alors faut une explication, bah là faut que j'aille faire quelque chose, du coup je peux pas répondre, ou bah voilà. Après c'est quelque chose de très classique. Oh salut, ça va, vraiment bateau quoi. Est-ce que tu penses que si t'envoyais un meilleur premier message, les conversations seraient plus intéressantes? Pas forcément. Ça m'est arrivé, moi je sais que j'étais sur foot, donc genre il y a des petits trucs pour lancer la conversation. Genre c'est des petits trucs. Ça marche pas, on est d'accord, ça marche pas. Comment tu faisais du coup après pour lancer la conversation? Ce serait quoi? Souvent genre je sais pas mais... Genre quel c'est le truc gênant un peu, genre vraiment genre... J'ai pas d'idée de concret en tête, mais... Oui, voilà. Que c'est toi qui as envoyé les premiers messages? Non, très peu. Et justement, c'était pas très intéressant ce qu'on m'apportait en premier, donc... Est-ce que si tu devais lancer les premiers messages, tu penses que t'arriverais à rendre le premier message plus intéressant? Je sais pas si... Je pourrais être plus intéressante, mais je serais pas lourde dans mon approche en tout cas. T'as des exemples de ce que t'appelles lourd? Bah, joli cul, ah oui. Il y a des choses très directes, hein, vraiment. Je vais chercher à créer quelque chose d'original et de drôle. Par exemple, sur une de ces photos, si je vois qu'on a un intérêt en commun, je vais rigoler dessus, je vais balancer une ref et puis voilà. T'as combien de réponses après sur 10 matchs que tu as à qui t'envoie le premier message, combien de matchs t'as des réponses? 3. Combien sur ces 3, la discussion mène à quelque chose? Généralement une. Et toi, t'attends qu'on t'envoie quel type de premier message sur les applis? Ah, je sais pas. Je t'envoie un salut, ça va, Ouais, en fonction du profil, oui, pareil, s'il est rempli, qu'il y a des efforts et tout ça, en vrai, ouais, je réponds au message et sinon, Si tu n'envoies pas le premier message sur Tinder, est-ce que c'est parce que t'es sur Tinder pour booster ton ego? Oui. Booster mon ego, non, mais passer le temps, je pense, oui, quand même. Bon, passer le temps, ouais. Non, oui, c'est vrai. Je sais plus comment. J'ai une copine qui appelait ça le
Le jeu de l'humain, non? Ouais, non, ouais. Le jeu de l'humain. Le jeu d'humain. Ouais, enfin, comme faire ses courses, mais version. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est horrible, mais c'est vrai, parce que, bah, c'est ça, genre, on voit deux photos et on swipe à gauche ou à droite, enfin. Oui, ça peut arriver après les ruptures. Après les ruptures amoureuses et tout, pourquoi pas, pour booster son égo et tout, c'est sympa. Après, je suis pas toujours dans cette optique-là. On dit qu'il y a souvent deux types de personnes sur Tinder. Un, les meufs qui reviennent après une rupture. Et deux, les tons. T'en penses quoi? Oh non, quelle horreur! Non, j'y crois pas, cette histoire. Un peu des deux, je pense. Je pense que c'est quand même une question d'ego où on peut voir qu'on plaît aux autres et ça nous fait du bien à un moment donné de notre vie. Et je pense que c'est plus pour passer le temps parce que oui, ça aide à avoir confiance en soi quand on voit que on match facilement. Parce que je trouve que c'est quand même une application assez facile pour booster l'ego. Après, c'est plus un petit plaisir de savoir quand on reçoit des compliments, c'est toujours agréable. Après, faut pas dépasser une certaine limite, je pense. Est-ce que Tinder t'a aidé à prendre confiance auprès des femmes? Non, c'est plus mon métier qui m'a aidé. Moi, je suis barman, donc je vois beaucoup de gens tous les jours. C'est ce qui m'a le plus aidé, en vrai. Non, pas particulièrement, non. Est-ce que toi, tu penses que tu ressemblais à tes photos sur Tinder? Oui. Ouais. Oui, je pense. J'espère. Ouais. Bon, en tout cas, on m'a jamais dit que je ressemblais pas, donc j'espère que... T'as déjà entendu des gens se plaindre que les femmes ne ressemblaient pas à leurs photos Tinder? Alors, j'en ai entendu parler, mais moi, j'ai jamais eu ce retour-là. S'il est souvent admis que les femmes ne ressemblent pas à leurs photos sur les applications de rencontres, comment est-ce que les applications de rencontres Tinder sont censées booster leur confiance en elles? Et je vois pas l'intérêt de modifier parce que la personne, quand on veut la rencontrer après, il y a un décalage. Du coup, je trouve ça un peu hypocrite, mais... Du coup, est-ce que tu penses pas, au vu de ce que tu dis, qu'il y a des personnes qui vont venir sur l'application pour booster leur ego, et du coup qui vont poster des photos où elles sont mieux qu'en réalité? Et je vois pas l'intérêt parce que si elles sont transformées de la réalité, du coup, ça booste la personne qui est sur la photo par la personne qui est réelle. Du coup, c'est un peu se mentir à soi-même. En vérité, parler avec des gens qui apprécient que ton physique, c'est pas vraiment... ça booste pas vraiment la confiance à soi. Surtout si on ressemble pas à nos photos, quoi. Toi, tu estimais que tu ressemblais à tes photos sur ton profil? Bah moi je trouve, oui. Je pense, si on a conscience du fait qu'on retouche nos photos, on peut peut-être l'interpréter, c'est pas comment... Oui, justement, si on n'a pas conscience que nos photos sont déformées de notre réalité, ça, on peut le voir comme des commentaires positifs et des compliments. Et du coup, booster son ego, même si on sait qu'au final, démaquillé, on se voit pas à ça, ou une fois qu'il y a plus Photoshop, c'est plus pareil, quoi. Après, je pense que quand on s'inscrit sur genre d'application de rencontre, on sait parfaitement que tout le monde, oui, mec ou fille, va forcément ça montrer les belles photos, il y a bien les avions, on est bien maquillé, quoi. Enfin, Mais son mauvais jour en soi. on sait qu'il y a forcément un écart entre la photo et ce qu'il y a en vrai derrière, quoi. Oui. Si on met des photos vraiment qui sont filtrées à fond et qui nous mettent vraiment à notre avantage, si je puis dire... oui, c'est une question d'ego là, purement parce que si on met que des photos qui nous ressemblent à peine, on sait très bien que dans la réalité, on va pas être à l'aise quand on va rencontrer la personne. Le fait de mettre des photos où tu t'estimes plus belle qu'en vrai, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur la confiance en toi que t'as dans la vie de tous les jours? Bah oui, parce que ça reste une illusion en fait de se vendre plus belle que je ne suis. Ça va être illusoire la confiance en soi qu'on prend parce que je plais. Et en fait, est-ce que c'est vraiment moi qui plais? Non, quoi. Donc, je pense dans un certain sens oui, parce que les filles sur Tinder surtout ont très généralement beaucoup de likes et ça gonfle un peu leur ego à tort ou à travers, parce que des fois la transition entre le virtuel et la réalité peut être difficile. Mais tu penses qu'il y a une contrepartie à avoir une abondance de matchs comme ça? Oui. Laquelle? Oui, justement le gonflement de l'ego. Des fois c'est disproportionné et on sait pas comment aborder ça parce que ça peut très vite devenir insultant. Mais des fois on sent qu'il y a une disproportion au niveau de l'image que la personne a d'elle-même et l'image que les autres font d'elle-même. Pourquoi est-ce que les mecs feraient des efforts pour s'investir dans les discussions alors qu'ils ont une grande chance de tomber sur quelqu'un qui ne ressemble pas aux photos? c'est une bonne question. En vrai, je pense qu'à partir du moment où la personne n'est pas la même sur la photo, t'as le droit de pas être intéressé par cette personne-là. Enfin, c'est du mensonge, c'est du mensonge, tu vois. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il ferait un effort? Parce qu'avant de rencontrer la personne, on ne sait pas si elle ressemble pas à la photo. Mais ça, c'est le risque. En soi, c'est pareil un peu pour nous. Hein. Je pense que les hommes, parfois, en fonction de l'angle de la photo ou de ce qu'ils racontent, etc., c'est pas du tout les mêmes. Est-ce que tu penses que le fait qu'elles mettent des filtres sur leurs photos ou qu'elles se mettent à leur avantage, qu'elles ressemblent pas forcément à leurs photos, ça a un impact sur leur confiance en elles? Parce que ça tend à voir quelqu'un de
de plus jolie. Alors je dis pas qu'elle est moche, mais elle est un peu moins jolie et c'est pas forcément décevant non plus. Des fois c'est positif, mais il y a un côté négatif là-dedans. Tu t'attends à avoir une nana super jolie et au final, elle est pas moche, mais c'est pas la même photo, c'est pas la même personne. T'as l'impression de voir deux personnes différentes. Pourquoi à ton avis les gens ils font ça? Cacher leurs défauts, la perfection maintenant c'est j'ai l'impression qu'on doit tous être parfaits aux yeux de tout le monde. Je trouve ça débile. On a des défauts, on en a tous et il faut les assumer tels qu'ils sont. Tu penses que les personnes vont sur ces applications seulement si elles s'aiment elles-mêmes ou elles vont sur ces applications pour essayer de s'aimer? Je pense qu'elles vont sur les applications pour essayer de s'aimer, recevoir des compliments et apprendre à se connaître aussi. On pourrait croire que s'inscrire sur Tinder pour booster sa confiance en soi, son ego, serait une bonne idée. Que de voir que nous plaisons nous aiderait dans nos relations. Mais c'est totalement l'inverse. Commençons par les hommes. S'ils ne sont pas dans le top 5% des profils, ils voient leur confiance en eux diminuer constamment à mesure qu'ils swipent à droite. Imaginez l'impact sur un homme qui swipe droite sans profil pour au final n'avoir que 2 ou 3 matchs qui ne lui répondront probablement pas. Sa confiance en sa capacité à plaire aux femmes va en être gravement impactée. Pour son cerveau, ça veut littéralement dire « Eh non mec, tu n'es pas assez bien pour toutes ces femmes ». Et c'est un cercle vicieux. Il a l'impression de ne pas plaire aux femmes qui l'intéressent, donc baisse ses critères, et pourtant rebelote. Encore un bon 95% de non-match. Il en arrivera à un stade où il se dira qu'il n'aura d'autre choix que de finir seul ou avec une femme qu'il n'aura pas vraiment choisie. Une femme par défaut. Et c'est pour ça que si tu n'es pas dans le top profil Tinder des hommes, tu dois désinstaller cette application avant que ton estime de toi soit trop basse pour la relever. Concernant les femmes, c'est un petit peu différent. Elles auront de toute façon des matchs. Donc le profil qu'elles créent, elles le créent pour se plaire à elles. Souvent, elles prendront des photos où elles ne voient pas leur complexe. Avec la bonne pose, la bonne lumière et parfois même quelques retouches. Elles se retrouvent donc avec un profil où elles se trouvent belles. Plus belles qu'elles ne se voient en vrai. Et c'est là le piège. Parce que ça ne booste pas leur confiance en elles, mais la confiance en la personne qu'elles sont sur les photos. Elles ont plus ou moins conscience d'être moins bien en vrai que sur leurs photos. Et vont donc hésiter de rencontrer leur match en vrai. Elles feront face à l'appréhension de ne pas plaire une fois le passage au réel. De décevoir ou même d'être rejetées. Parce qu'elles développeront un sentiment de ne pas être assez bien en vrai. Je ne compte pas le nombre de fois où des femmes m'ont dit avant de nous rencontrer « Oui, mais je suis sûr que je vais pas te plaire. Je suis sûr que je ne serai pas ton style. » Comme si elles voyaient la personne sur ces photos, la personne qui me plaît, comme une personne différente de qui elle était réellement. Leur cerveau assimile leur confiance en elles, leur confiance en leur image, à la femme qu'elles sont sur les photos, et non pas à celle qu'elles sont réellement à leurs yeux. L'impact sur l'estime de soi est énorme. Non seulement parce qu'elles ont le risque de ne plus avoir confiance en elles tant qu'elles ne considèrent pas ressembler à leurs photos, mais aussi parce que les hommes qu'elles rencontreront se sentiront trahis. Du coup, s'il y a rapprochement intime, ce ne sera que sexuel et de courte durée. Elles assimileront leur image virtuelle à la personne qui plaît, et leur image réelle à une personne qui n'est pas assez bien pour qu'on veuille rester avec. Alors j'en entends déjà me dire que le physique ne fait pas tout. Et c'est totalement vrai. Mais dans ce cas de figure, comment envisager quelque chose de sain avec une personne qui a menti sur soi avant même la rencontre? Si les femmes ont cette illusion de confiance en elles sur Tinder et que les hommes se sentent ignorés, les rares échanges se terminent souvent par un phénomène récurrent aujourd'hui, le ghosting. Est-ce que toi tu as déjà ghosté quelqu'un? Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait ghoster? Oui aussi. Aussi? Ouais. Tu as réagi comment quand c'était ghosté? Ça va être un peu hypocrite, mais c'est vrai que c'est blessant de se faire ghoster. Après, je l'ai fait aussi, donc je peux pas. Mais oui, c'est vrai que pour l'ego, c'est pas très cool. Parce qu'on se demande, pourquoi, voilà, c'est mieux d'avoir l'explication, c'est vrai. Ok. Pourquoi tu donnes pas l'explication à ceux que t'as ghosté? C'est un peu de la lâcheté, quoi. Faut pas se le cacher. Hein. Oui. Pourquoi? Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois, c'est-à-dire? Que moi, je me prends pas la tête. Et c'est-à-dire que quand je trouve que ça devient bizarre, je me dis, j'ai pas d'explication à donner à la personne, parce que ça fasse une journée ou 2 semaines qu'on se parle, si on s'est pas vu, je trouve qu'on peut pas s'attacher derrière un téléphone, donc... Moi, j'ai jamais, vraiment ghosté. Après, ça m'est déjà arrivé de pas répondre à un mec, en début de conversation, quand je vois que vraiment il est pas motivé, qu'il y a pas d'effort derrière. Quand je vois que je suis la seule personne à relancer la conversation, à reposer des questions, ça sert à rien, quoi. Là, je m'arrête. Oui, dans ce sens-là, oui, j'ai déjà ghosté des gens, alors. Ça arrive souvent que tu aies à relancer la discussion parce que la personne n'est pas intéressante? Au début, quand on commence à parler, oui, mais après... Oui, c'est ça. Au début, ça fait des compliments sur le physique, c'est sympa 2 secondes, mais après, quand ça dépend de ce qu'on cherche sur Tinder aussi. Mais bon, quand tu cherches un truc sérieux, c'est un peu blasant. Tinder, cherche un truc sérieux. C'est rare, mais ça existe, ok? Non, ça m'arrive pas. Généralement, je renvoie un petit message après pour dire qu'au final, je suis pas intéressée ou ce genre de choses. T'as jamais laissé de personne en vue ou volontairement pas ouvert un message? Non. Il y a toujours une raison pour laquelle t'as ghosté, ou quelquefois t'as ghosté juste parce que tu savais pas trop pourquoi, c'est terminé? Des fois... Non, je pense que j'avais toujours une raison pour ghoster. Je l'ai pas fait tant de fois que ça, mais quand même. Je pense juste que des fois, c'est juste... au début, ça se passe bien. Au début, c'est toujours un petit peu tout beau, tout rose. Et après, ça se casse un petit peu. Je me dis, bon,
Si la discussion que j'essaye d'instaurer généralement ne plaît pas, je me fais ghoster à 90%. Est-ce que toi tu as déjà ghosté une femme? Non, je vais pas chercher à ghoster une femme parce que pour moi, toute rencontre est bonne à prendre, même si ça débloque rien ensuite, mais c'est toujours une rencontre enrichissante. T'arrives régulièrement peut-être à ghoster? Assez, ouais. On dit sur 10 conversations que tu as. 10 conversations, on va dire 7-8. Toi, est-ce que tu t'es déjà fait ghoster? Je ne pense pas. Pourquoi est-ce que les hommes auraient envie de faire des efforts, de s'investir dans les conversations s'ils ont un énorme risque d'être ghostés? Pourquoi est-ce qu'ils feraient des efforts pour rendre la discussion intéressante? Bah après je pense il y a plus de mecs que de meufs sur Tinder et du coup je pense que les mecs doivent mettre un peu plus d'intention et de motivation dans les conversations parce que bah faut un peu, c'est vrai mais faut se démarquer du lot quoi. C'est vrai, c'est vraiment. J'ai eu ces discussions avec des proches du coup masculins et c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision de Tinder. Je pense que c'est pareil des deux côtés pour le coup. Je pense que c'est un risque à prendre et puis sur ce genre d'appli, en soi, bah, c'est le risque et t'es un peu là pour ça. Je pense pas que les mecs se font plus ghoster que les femmes. Non, je pense pas. En vrai, c'est une bonne question, mais je pense que ça doit venir des deux côtés, les efforts. C'est-à-dire qu'une personne, si elle a pas envie d'être ghostée, il faut qu'elle enrichisse la conversation avec des sujets. Et l'autre personne, faut aussi qu'elle fasse des efforts sur elle-même pour pas ghoster la personne si elle voit qu'elle fait des efforts en face. Ou du moins, si elle veut arrêter de lui parler, lui expliquer quand même pour pas saper la confiance en soi de l'autre. Parce que je pense que pour les hommes, ça doit être un peu plus compliqué que pour les femmes, souvent sur ce genre d'application. La misère sexuelle. Tu peux développer dessus? On le voit très généralement par rapport au taux de célibat chez les hommes, aussi au taux de suicide, parce que forcément, si ça fait, je vais dire une connerie, depuis qu'on est né, qu'on est puceau, ou qu'on n'a jamais eu de rencontre amoureuse, forcément ça nous rend triste, ça nous mine le moral et ça peut très vite jouer sur ça. Et ça peut aussi créer une espèce de manque. On va chercher à tout faire pour combler l'autre. Et c'est une tendance qu'on a généralement, malheureusement, nous les hommes, à essayer vraiment de plaire, alors qu'au final, on ne devrait pas forcément chercher à plaire, on devrait juste chercher à rencontrer et voir si on plaît ensuite. Quel est l'intérêt du coup pour une femme de s'investir dans une conversation et de faire des efforts pour que la conversation soit intéressante si de toute façon quand la conversation meurt, elle a 150 autres conversations derrière? En vrai je sais pas, je trouve qu'il faut pas faire l'effort, c'est soit ça match, soit ça match pas. Je pense que si tu fais pas d'effort lors d'une conversation, elle peut être agréable quand même. Ouais. Enfin pour moi je pars du principe que ça doit se faire tout seul. Là franchement c'est une très bonne question, je sais pas. Je saurais pas te répondre. Après, je sais pas, parce que je pense pas que, moi personnellement, quand je discute avec une personne sur l'application, j'arrête totalement les recherches avec d'autres garçons, j'arrête totalement de voir si je swipe ou si je match. Je me concentre sur une chose à la fois. Après, si la personne, elle a 150 conversations à côté, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu pour la personne en face qui discute avec elle. Faut mettre les choses au clair dès le début. En fait, c'est qu'en hommes et femmes sur Tinder, ça a rien à voir, je pense. C'est vraiment différent. Et je peux comprendre qu'un gars, se dise, elle me relance pas, elle a 5 autres messages non lus derrière. Pour elle, de leur point de vue, c'est pas du tout intéressant. Après, je me mets du point de vue aussi de l'homme qui, du coup, va mettre des espoirs dans une discussion, va être intéressé, va même potentiellement se projeter et se prendre un ghost juste après. Toi, quand tu parles à quelqu'un, du coup, t'arrêtes de parler aux autres? Oui. Tu vois quelqu'un en ce moment? Non, pas du tout. Donc là, tu parles à combien de personnes à peu près? Là, je discute avec une personne bien, je dirais. Mais c'est quand j'ai le temps, parce que c'est pas ma priorité. Si le mec est particulier, si on se rend compte que c'est vraiment genre une pépite, genre un mec qui est sympa, avec qui on a des points en commun, des intérêts en commun, là, ça vaut la peine. Après, c'est sûr que si c'est un mec plus lambda, genre qui est plus genre comme les autres dans les DM, oui, c'est sûr qu'il y a moins de volonté de s'y mettre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre la pépite et le mec lambda? Genre peut-être qu'il m'apporte de doigts. Alors là. Souvent, je pense que ça se joue pas forcément d'elle swipe non plus. Ouais, c'est genre. Faut après la conversation, genre vraiment, si c'est un mec qui est vraiment, genre,
qui est spontané, qui a beaucoup d'énergie. C'est ça, le swipe il se joue un peu sur le physique dès le début et la bio un petit peu, mais ce qui joue après c'est surtout dans la discussion. Nous sommes dans une génération de lâches qui dit être franc seulement pour faire bonne figure. Et le ghosting en est devenu un très bon exemple, parce qu'il s'est imposé comme le comportement par excellence pour ne pas avoir à faire face à ses responsabilités. Alors le ghosting, ce n'est pas seulement arrêter de répondre à une personne ou ne pas ouvrir le message. De toute façon, tout le monde sait que t'as vu la notif. C'est aussi prétendre être surbooké du jour au lendemain, au lieu de dire simplement qu'on n'est pas intéressé. Et une majorité d'hommes se font ghoster constamment, tous les jours, et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Alors si on exclut le fait que tu peux être creepy ou que tu aies des propos mal placés, il y a d'après mon expérience plusieurs explications. D'abord, il faut comprendre que les femmes ont leur Tinder, leur Insta et leur réseau en général rempli de demandes de messages. Il y a de fortes chances que ton message se perde dans les discussions si elle n'est pas sur l'application quand tu envoies le message. Ensuite, on le sait, les femmes parlent à plusieurs hommes en même temps. Et quand tu ne te démarques pas assez par rapport à un autre, tu te feras ghoster. Souvent, c'est même pas volontaire. C'est juste une flemme de répondre parce que tu ne les intéresses pas assez. Et la discussion se perd naturellement. Comprends bien qu'avec autant de mecs qui viennent leur parler, elles se permettent d'avoir, consciemment ou non, énormément de critères. Et le moindre élément qui sonne faux pour elle te rayera de sa liste. Bah oui, pourquoi est-ce qu'elle te donnerait une seconde chance alors qu'il y a d'autres concurrents en liste qui eux ne sont pas disqualifiés? Mais bon, en même temps, tu ferais sans doute pareil si t'avais autant de choix. L'autre raison à la récurrence du ghosting, bah c'est votre faute les gars. Vous laissez passer le ghosting. Si demain tu te fais ghoster mais qu'elle revient te parler dans 2 mois, tu lui reparleras normalement en omettant son manque de respect. Du coup, comme elles voient qu'il n'y a pas de conséquences à ghoster, qu'elles pourront toujours faire marche arrière, elles comprennent qu'il est plus simple pour elles de ghoster plutôt que de faire face à la difficulté de rejeter quelqu'un. Beaucoup de mecs ne se respectent pas et laissent leur misère affective contrôler leur comportement. Alors oui, les femmes aussi se font ghoster, mais le phénomène est beaucoup moins répandu. Et l'explication est relativement similaire. Les hommes qui les ghostent sont les hommes qui ont plusieurs choix de femmes, qui prendront celle qui est la plus investie, qui répondra le plus vite et surtout qui les rencontrera en vrai le plus rapidement. Et si les femmes ont l'impression que les hommes agissent de la même façon qu'elles par rapport au ghosting, c'est que la majorité d'entre elles like le même type de profil. Le type de profil qui plaît, donc qui a le choix. Les hommes qui plaisent à une femme sont susceptibles de plaire à beaucoup d'autres. Et les hommes qui ne plaisent pas, ou peu, eux, sont plus en demande et ne ghostent pas. Mais ils ont rarement des matchs, parce que Tinder reste une application basée sur le physique. Et pour le peu de matchs qu'ils auront, ils discutent, relancent la discussion et donnent tous les efforts possibles pour garder la seule personne qui leur répond. À tel point que ça en devient même flippant pour les femmes d'avoir un mec qui soit aussi investi, aussi accroché, si rapidement. Pourquoi est-ce que les hommes continuent à utiliser Tinder et certains même payent pour utiliser Tinder au lieu de rencontrer des femmes dans la vraie vie? Parce que sur Tinder, c'est plus simple, je pense. Il n'y a pas ce côté un peu stressant d'aller voir quelqu'un, de discuter, etc. Donc, ça leur permet de parler avec des gens sans... Enfin, derrière un téléphone, donc ils seront plus en confiance, si j'imagine. Ouais, je pense qu'eux aussi, ils ont peur un peu de la réaction des femmes, parce que il y en a quand même beaucoup qui sont hyper malines et elles ont conscience de leur capacité à plaire plus ou moins. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui en jouent aussi de ça. Et les hommes, ils sont aussi vulnérables que les femmes, mais ça, faudrait que tout le monde s'en rende compte parce que un homme peut autant avoir le cœur brisé ou autant avoir peur d'une femme que l'inversement. Je pense que des fois, ils vont essayer de trouver un peu plus des moyens pour se rassurer, pour rencontrer des personnes et se dire, bah, je suis tombée une fois sur une mauvaise fille, peut-être qu'il n'y a pas que ça. Et puis, ils abandonnent moins vite que nous, les filles. Dès qu'on tombe sur quelques abrutis, bah, tout de suite, on va se dire, ah, bon, ils sont tous les mecs, ils sont des cons. Parce que c'est pas forcément super facile, je suppose, d'accoster une fille, surtout maintenant, on sait plus trop comment s'y prendre, on a peur de se faire refouler, on va passer pour un gros lourd, je pense que c'est surtout ça, non? Si tout le monde pense comme ça, est-ce que tu penses pas que ce serait plus facile du coup d'aborder dans la vraie vie, parce que du coup ça élimine toute la concurrence? Si tous les mecs ils ont peur d'aborder dans la vraie vie, au final moi si j'aborde, j'ai plus personne à... Enfin je suis le seul quoi. Ouais, après c'est pareil, encore une fois c'est dans les deux sens, je pense que je me verrais pas accoster quelqu'un en étant trop timide et tout, je pense que je prendrais pas le risque et du coup c'est vrai que Tinder c'est un peu la solution de la facilité quoi. Est-ce que t'as besoin d'accoster quelqu'un? On sait jamais. T'as déjà accosté comme ça? Non. T'es déjà fait aborder par quelqu'un dans la rue comme ça? Oui. Comment ça se passait? C'était plutôt gênant? Ouais. En général c'est lourd, hein. Très souvent c'est pas au moment, pas fait de la bonne façon. C'est-à-dire pas fait de la même façon? Bah... Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas fait avec respect en tout cas. Quelque chose qui t'a marqué, une relation, un abord qui était un peu gênant, un peu lourd, qui t'a marqué? Bah les gens qui te sifflent dans la rue et qui après viennent demander ton snap ou des trucs comme ça. C'est quel type de profil qui te siffle dans la rue? Moi, il y a tout type de profil en fait. Parce que, alors je voudrais pas commencer à aborder des sujets qui sont un peu tendancieux et à débat, mais il y a la question aussi du harcèlement ou d'aller aborder dans la rue, ça peut être mal pris.
Alors que sur les applis de rencontre, disons que même si tout le monde n'est pas là dans le même but, il y a quand même un point commun, quoi, de s'être inscrit pour. Donc c'est plus simple d'aborder que d'aller, voilà, dans la rue, on peut vite ou être mal reçu. Il y a aussi une part, je pense, de timidité qui est plus difficile à vaincre quand on est face à quelqu'un qui recherche pas forcément ça, quoi. Je pense qu'aussi les mentalités, en tout cas, là je parle de mon expérience en tant que personne qui a été à l'international, les mentalités françaises sont beaucoup trop réducteurs sur les altercations qu'on peut avoir avec la gente féminine dans la rue, on va dire. C'est-à-dire, quelle différence t'as eu entre la France et un autre pays? Un premier contact beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert. Je pense que ça vient aussi et surtout des personnes qui sont assez lourdes lorsqu'elles parler à la gente féminine, mais malheureusement, je vais dire un 80% où même si le premier mot n'est pas sorti, la personne va être réfractaire. Pourquoi, malgré l'abondance qu'ont les femmes sur les applications de rencontre, elles disent avoir des problèmes à rencontrer des hommes? Vu qu'il y a beaucoup de profils en même temps, on ne prend pas le temps de creuser, de laisser le doute aussi à la personne, parce qu'un message, c'est quand même très subjectif. Et on peut le prendre de telle ou telle manière et se dire, ah bah lui c'est un connard, alors que bah pas du tout, et peut-être qu'il a été très maladroit dans la formulation. Je pense que s'il y avait moins de choix, il y aurait plus de secondes chances et du coup ce serait moins jugé directement. Oui, je pense. Ouais. Peut-être parce qu'elles recherchent quelque chose qui au fond ne leur plaise pas vraiment. Lorsqu'on a une abondance de quelque chose, on va chercher ce qu'on n'a pas forcément. Donc la personne qui va être froide, distante, etc. va peut-être plus les intriguer qu'une personne qui est avenante et va chercher à essayer de créer de la discussion, même maladroitement. Parce que les intentions des hommes, elles sont pas toujours les mêmes que les femmes sur les applis de rencontre, je pense. Enfin, de mon expérience, il y a beaucoup de mecs qui voulaient genre se voir très rapidement. Et quand on est une femme, niveau confiance en l'autre, c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux. Donc je pense que c'est pour ça. Quelle serait la solution pour convenir aux deux, du coup? Bah, je sais pas, prendre son temps, se voir dehors. Je sais pas. Parce qu'il voulait directement que vous vous rencontriez en lieu privé? Ouais, c'est ça. Et on se connaît depuis 2 heures. Bon. Est-ce que tu penses que les femmes ont conscience que leur expérience sur Tinder n'est pas du tout la même que celle des hommes? Je pense qu'il y a une partie, oui, mais pas toute. Je pense que les mecs et les meufs souvent ne cherchent pas la même chose sur Tinder. Et je pense que c'est pour ça qu'on lâche plus vite les applis, quoi. Et vous pensez que les mecs ne recherchent pas la même chose que les femmes? Ou alors que les mecs que les femmes veulent ne recherchent pas les mêmes choses que les femmes? Il y a toujours le top 10% des gars qui sont super beaux gosses et qui sont demandés par tout le monde. Eux, forcément, ils s'en foutent d'avoir du sérieux, ils auront de toute façon des femmes. Est-ce que vous matchez les 90% restants ou est-ce que vous gardez que les 10% que toutes les femmes matchent finalement? Bah, ça dépend de chacun, je pense. Bah, genre moi, je cherche plus du sérieux, mais je pense que genre si je rencontre un mec qui cherche pas forcément un truc sérieux, mais qui est sympa, avec qui je peux parler, genre, même s'il y a pas de date ou genre rien de sérieux, genre juste le fait de parler, avoir quelqu'un genre comme ça, moi c'est ça, à qui parler, ça peut toujours être sympa à garder sur le côté horrible. Ça, je pense que c'est de leur faute. Hein. Concrètement, les femmes aujourd'hui, elles sont un peu chiantes là-dessus. Parce que je pense qu'elles ont plein de portes ouvertes. Aujourd'hui, on fait trop une généralité sur quelqu'un qui vient dans la rue aujourd'hui. Tout de suite, on va se sentir agressé ou un peu menacé. Alors que dans les années 80, un homme venait dans la rue, tout de suite, c'était le prince charmant, l'homme de notre vie. Donc je pense que les femmes aujourd'hui, elles se protègent peut-être un peu trop, qui peut être normal, mais il faut pas exagérer non plus. À cause de quoi elles se protègent trop d'après? Bah, on se sent vite en insécurité dans la ville. Enfin, pour exemple, dans Tours, je compte pas le nombre de fois où en voiture, il y a un groupe de jeunes, ils klaxonnent, ou alors on se prend des réflexions ou autre. C'est pas hyper galant et attirant, quoi. C'est quel type de profil qui fait ça? Enfin, c'est pas pour stigmatiser, mais souvent c'est quand même les personnes de couleur, de peau un peu marron. Moi, je trouve pas que ce soit mal vu d'aller aborder quelqu'un et on peut tenter sa chance. Enfin, il y a pas de. Mais à partir du moment où la personne n'est pas réceptive ou vraiment elle dit non, ça m'intéresse pas, de pas forcer. T'as beaucoup de personnes qui ont forcé comme ça après avoir demandé? Non, le harcèlement, c'est surtout d'être ou sifflé ou tout de suite un groupe de garçons qui lancent un truc
Mais en général, les gars qui viennent tout seuls vraiment pour essayer d'aborder une discussion ou autre, ils sont en général assez respectueux. C'est pas le même type de profil que d'autres personnes. Comprends bien que Tinder ne veut pas que tu trouves quelqu'un. Ils ne veulent pas que tu te mettes en couple, sinon ils perdent 2 clients. Ça reste une entreprise et ils ont besoin de 2 choses pour fonctionner. Des femmes pour donner une illusion de choix et attirer les hommes, et des hommes que les femmes ne matcheront pas et qui payeront Tinder Premium. Ils ont besoin d'avoir des utilisateurs juste ce qu'il faut te frustrer pour pas que tu désinstalles l'application, mais que tu aies toujours une part d'espoir de trouver quelqu'un. Alors évidemment, il est possible de faire des rencontres sur Tinder, et si t'es encore dessus, je te souhaite d'y arriver. Mais si tu continues à utiliser Tinder, il faut que tu aies conscience de ces règles cachées et que tu les acceptes. Parce que si tu attends que ça fonctionne comme toi tu le voudrais, tu vas finir dans un état émotionnel de déprime et de dégoût de toi. Trop souvent, je vois des commentaires ou des vidéos d'hommes qui s'énervent sur les femmes pour se rassurer qu'ils n'ont pas de succès et repousser la faute sur l'autre. Ce serait la faute des femmes qui seraient des êtres abjects. Et ils vont même jusqu'à condamner leur comportement en pensant être meilleurs. Alors que la solution est autre part, et elle est valable pour tous les domaines. Accepte les règles du jeu, comprends-les, et adapte-toi. Le problème ne vient peut-être pas de toi, mais la solution doit venir de toi, parce que personne ne viendra te sauver. Cette compréhension passera par une communication saine et transparente entre les individus. Et c'est ce que je voudrais amener avec mes vidéos. La possibilité d'échanger entre tous, sans tabou, sans peur d'être jugé ou cancel.